Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la figure de l'empereur byzantin, qui règne en tant que monarque absolu dans une institution qui dure du IVe siècle au XVe siècle, assisté de ministres, de nobles de haut rang, de personnalités ecclésiastiques. L'empereur était commandant en chef de l'armée, chef de l'église et du gouvernement, contrôler les finances de l'État, nommait ou révoquait les nobles. Le poste était traditionnellement héréditaire, mais de nouvelles dynasties furent fondées tout au long de la période. Vivant dans le grand palais de Constantinople, les empereurs jouissaient d'une richesse fabuleuse, mais aussi d'un grand risque. En période de trouble, ils pouvaient être destitués par un usurpateur, emprisonnés, rendus aveugles ou assassinés. De nombreux empereurs fondent des dynasties durables ou acquirent une renommée encore plus solide en tant que grands souverains, notamment Justinien Ier, Héraclius, Basile II, Alexis Ier Comnène, Jean II Comnène, Constantin VII ou encore Léon III. D'autres encore deviennent tristement célèbres pour leur mauvaise gestion, leur incompétence militaire et leur règne sanglant, comme l'impératrice Irène, Nicéphore Ier, Anastase Ier ou encore Constantin V. Vous voulez en savoir plus sur l'empereur byzantin? Venez avec moi. L'empereur byzantin était assisté par différents ministres et conseillers, chefs des affaires juridiques, le magister officiorum, qui s'occupait de l'administration générale du palais, de l'armée et de son approvisionnement, ainsi que des affaires étrangères, le cursus publicus, qui supervisait la fonction publique, le commerce sacrarum, l'argitoonium, qui contrôlait l'hôtel des monnaies de l'État et supervisait les douanes et les mines, le commerce rei privatae, qui s'occupait des domaines impériaux, le préfet urbain qui était pour l'essentiel le maire de Constantinople, et les nombreux inspecteurs impériaux qui étaient envoyés dans les provinces pour s'assurer que les lois et les politiques y étaient respectées. Le personnage le plus haut placé dans l'Empire byzantin, outre l'empereur et le patriarche, était sans doute le préfet prétorien d'Orient, auquel tous les gouverneurs régionaux de l'Empire devaient rendre des comptes. Les gouverneurs régionaux supervisaient les conseils municipaux individuels, mais ceux-ci pouvaient adresser des pétitions directement à l'empereur, de sorte qu'il existait une chaîne d'autorité à la fois directe et indirecte par laquelle la politique impériale était transmise aux gens ordinaires. Le principal outil de gouvernement de l'empereur, outre les fonctionnaires individuels mentionnés ci-dessus, était le Sénat de Constantinople, et en particulier le petit groupe d'aristocrates d'élite. L'empereur était en théorie du moins censé consulter le consistoire sur les questions d'importance. Au 7e siècle, alors que l'Empire était de plus en plus menacé par ses voisins, l'empereur Héraclius, 610-641, modifie définitivement ce système, afin que les gouverneurs régionaux, devenus en fait des commandants militaires provinciaux, soient directement responsables devant l'empereur et lui rendent compte, et que les préfets prétoriens soient abolis. L'empereur a été connu sous plusieurs titres au cours des siècles. Comme Byzance était, en fait, l'Empire romain d'Orient, le titre latin d'imperator fut converti en autocrator en grec. À partir du 7e siècle, le titre de basileus fut adopté à sa place. Les empereurs byzantins conservaient jalousement leur titre et interdisaient aux souverains étrangers d'en adopter de semblables. Charlemagne adopte, comme vous le savez, à partir de 800, le titre d'empereur. Et les empereurs byzantins se distinguent en étendant leur propre titre à Basileus Ton Romion, empereur des Romains. Outre son diadème incrusté de joyaux et la parure de ses robes brodées, l'empereur portait également une magnifique broche ornée de bijoux pour attacher son manteau. Ce bijou se composait d'une grande pierre centrale enchâssée dans un magnifique cercle de pierres plus petites, à laquelle étaient suspendus 3 joyaux. La broche est clairement visible sur le panneau de mosaïque du 6e siècle représentant Justinien dans l'église de Sainte-Vitale à Ravenne en Italie.
Une pièce des insignes impériaux était une ceinture en or étincelante de pierres précieuses. La noblesse devenant de plus en plus riche dans sa tenue, son équipement, les empereurs font leur possible pour ne pas être éclipsés en public. Justinien publie même un décret stipulant que personne, à l'exception de lui-même, ne pouvait embellir sa ceinture ou la bride et la selle de son cheval avec des perles, des émeraudes ou des jacinthes. Pour s'assurer que tout le monde se conforme aux nouvelles règles de la mode, la punition était la mort et une amende de 100 livres. L'empereur se distinguait également dans un autre domaine, la couleur de ses vêtements. Le pourpre de Tyr était une teinture produite à partir de murex, et il fallait tellement de coquillages pour produire une quantité décente de teinture qu'il était extrêmement coûteux de s'en produire. La pourpre devient encore plus étroitement associée aux empereurs lorsque Constantin V, 741-775, ajoute une nouvelle chambre à la résidence impériale dans le Grand Palais de Constantinople, chambre revêtue d'un marbre rare teinté de pourpre. Cette chambre fut utilisée par la suite pour les naissances royales et donne naissance à l'expression naître dans le pourpre. Enfin, même dans la mort, l'empereur se distingue en étant la seule personne à être enterrée dans un sarcophage de porphyre pourpre. La cérémonie de couronnement de Byzance se développe à partir de la cérémonie plus simple de la Rome antique, au cours de laquelle l'empereur nouvellement couronné était acclamé par l'armée qui levait son bouclier en signe de salut. La saveur militaire de la cérémonie se maintient jusqu'au VIe siècle, mais le rôle joué par le patriarche de Constantinople à partir du Ve siècle constitue un ajout important et durable. L'évêque, pris sur le diadème ou la couronne, bénissait les insignes impériaux et oignait la tête de l'empereur avec de la myrrhe. Par convention, les empereurs couronnaient leurs héritiers alors qu'ils étaient encore sur le trône. Dans ce cas, ils couronnaient leur fils, mais si le père du nouvel empereur était déjà mort, ou si le trône avait été usurpé, l'évêque posait la couronne sur la tête du nouveau monarque et loignait du signe de la croix. Lorsqu'il était proclamé empereur, la noblesse byzantine réunie s'inclinait alors en signe d'hommage, la proskinèse. En quelques siècles, et peut-être pour souligner le rôle de l'empereur en tant que tout-puissant, l'évêque fut déchargé de cette tâche et l'empereur se couronne lui-même. Cela coïncide avec le déplacement de la cérémonie de l'hippodrome de Constantinople à l'église Sainte-Sophie à partir du milieu du 7e siècle. Grâce à ces deux changements, il devient plus évident pour tous que l'empereur était nommé par Dieu. Un troisième lien entre le souverain et l'Église était la proclamation, souvent délibérée, d'un couronnement le jour d'une fête importante chrétienne. En effet, l'ensemble du couronnement devenait une cérémonie religieuse programmée, avec la prise de la Sainte Communion et les prières de bénédiction. Outre la couronne, l'empereur portait une robe spéciale pour l'occasion. La longue cape qui était attachée à l'épaule droite du porteur, la chlamydine, sera finalement remplacée par les mandias, une longue cape attachée à l'avant du cou. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Empire byzantin, la résidence officielle de l'empereur, de sa famille et de sa cour était le Grand Palais de Constantinople, situé le long des murailles de la ville et construit à l'origine par Constantin le Grand. Le palais allait devenir, au fil des siècles, une magnifique et tentaculaire demeure, comprenant une salle du trône en or, des salles de réception dotées d'ingénieux automates représentant des animaux et des oiseaux, des chapelles, une caserne, des trésors contenant le butin de toutes les guerres et conquêtes de l'Empire. Des reliques sacrées également, des thermes romains, des jardins à fontaines. Une aile communicante reliait le complexe à l'hippodrome, et il y avait une immense porte monumentale surmontée de la plus grande icône de la ville, une figure dorée du Christ. Aménagé avec du marbre exotique, de fines mosaïques et de magnifiques statues, le palais était conçu pour impressionner les habitants et les visiteurs étrangers. Le couronnement était le premier des nombreux événements publics au cours desquels l'empereur serait vu par le peuple.
Mais la plupart de ceux qui suivraient seraient tout aussi soigneusement orchestrés, qu'il s'agisse d'apparitions à l'hippodrome, d'audiences accordées aux ambassadeurs en visite. En effet, comme vous vous en doutez, l'accessibilité des empereurs sera réduite par ce faste et ses circonstances, renforçant ainsi leur image d'individus uniques choisis par Dieu pour gouverner l'Empire. Ce retrait avait également des conséquences pour le gouvernement. À mesure que l'empereur se retirait dans les limites étroites du palais et de la cour, ceux qui étaient proches de lui acquéraient naturellement un pouvoir réel considérable, mais pas toujours le prestige qui l'accompagnait. Ainsi, les membres de la famille de l'empereur, en particulier sa femme et sa mère, ainsi que les chambellans et autres domestiques, il contrôlait souvent l'accès à l'empereur et les personnes qui souhaitaient présenter des pétitions ou solliciter l'oreille de l'empereur devaient d'abord s'assurer les faveurs de ces personnes influentes. Très peu de sujets pouvaient voir l'empereur en personne, mais une chose que la plupart des gens voyaient à travers l'empire était son image. Sur les pièces de monnaie, les médaillons, les poids, les plaques, les mosaïques et les sculptures, l'image de l'empereur était partout. Un autre aspect visible du règne d'un empereur était le soutien qu'il apportait aux arts et le parrainage des érudits. Des bâtiments nouveaux étaient construits, des structures anciennes rénovées, de nouveaux manuscrits étaient produits et des terres furent données à l'église et au monastère. La meilleure chance pour les gens du peuple d'apercevoir leur empereur était lorsqu'ils se rendaient à l'église, en particulier lors de fêtes importantes comme Pâques, où traditionnellement le souverain lançait des pièces d'or dans la foule. L'empereur byzantin était considéré comme ayant été choisi par Dieu pour diriger l'empire. Il avait donc le droit de transmettre le rôle à ses fils ou même à ses filles. Mais il y a eu de nombreux cas où des militaires ambitieux profitent de conflits économiques ou d'une série de défaites militaires aux mains de puissances étrangères pour s'emparer du trône par la violence. Avec le soutien de l'armée ou d'une grande partie de celle-ci, ces hommes avaient le pouvoir d'arrêter la lignée dynastique et d'en créer une nouvelle. L'empereur, et particulièrement ceux inefficaces, devaient toujours être à l'affût des usurpateurs. Sur les 39 empereurs qui règnent entre 780 et 1204, 19 furent déposés par la force, 6 par un meurtre, 2 autres sont morts des suites d'un aveuglement. On soupçonne un acte criminel dans au moins 3 autres décès impériaux, et sur les centaines de conspirations et de révoltes qui échouent, au moins 8 présentent des défis militaires majeurs pour le régime en place. Il y avait donc une séparation idéologique claire entre l'institution de l'empereur et la personne qui occupait réellement cette fonction. Les visages pouvaient changer, mais le plus important était la continuité du gouvernement et surtout le succès économique et militaire. Les empereurs utilisaient souvent des noms qui rappelaient d'illustres prédécesseurs, Constantin ayant été adopté par 11 souverains par exemple. Les coutumes et les traditions étaient également maintenues, comme les bains romains, l'architecture, la sculpture monumentale, les courses de chars, l'utilisation du latin et du grec, qui contribuent à créer l'illusion d'une continuité remontant aux premiers empereurs romains d'Occident. En outre, même ceux qui usurpaient le trône par la violence étaient presque toujours des militaires de haut rang, proches de l'empereur, familiers du gouvernement. Une fois sur le trône, les usurpateurs cherchent très souvent à légitimer leur position en épousant un membre de la famille de leur prédécesseur et en rénovant somptueusement les monuments anciens de leur capitale. Grâce à ces continuités soigneusement orchestrées, la position d'empereur byzantin put résister aux rébellions, aux invasions et aux sièges, si bien que l'institution dure 12 siècles, avant que l'Empire ne tombe aux mains des Ottomans en 1453. Comme on l'a vu, Byzance est le plus ancien ensemble politique et culturel de la Méditerranée au Moyen-Âge. Se revendiquant comme l'héritière de l'Antiquité, elle est fondée sur le christianisme orthodoxe et dominée par un empereur. L'Empire byzantin joue un rôle essentiel dans la transmission de l'héritage gréco-latin. Le maintien du grec classique,
comme langue écrite, permet aux savants de copier et de s'imprégner des œuvres littéraires et philosophiques antiques. Les principales ressources de l'Empire proviennent de l'agriculture et du commerce. Ruinés par de mauvaises récoltes, les petits paysans ne fournissent plus ni l'impôt, ni la contribution militaire, et tombent sous la coupe de véritables tyrans locaux. Ces derniers se constituent de vastes domaines privés autonomes. Ainsi contribuent-ils à l'affaiblissement et au démembrement de l'Empire byzantin. En 1071, les Normands expulsent définitivement les Byzantins d'Italie. La même année, la défaite de Manzikert face aux Turcs seldoukides prive l'Empire des 2/3 de l'Asie mineure. Pendant tout le XIIe siècle, la dynastie des Comnènes résiste aux envahisseurs de tous les côtés. Occidentaux à l'ouest, orientaux à l'est, peuples d'Europe centrale au nord. Face à l'incessant poussée turque, l'empereur, dont les revenus diminuent drastiquement, demande l'aide de l'Occident. Convoité par les croisés, l'Empire ne peut résister en 1204 à l'attaque de la 4e croisade, détournée par Venise. L'Empire byzantin tente vainement de restaurer sa puissance et son prestige jusqu'en 1453, où il tombe définitivement aux mains de l'Empire ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.